Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 5 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, eh bien, il suffit d'avoir une tournure d'esprit proche de celle de Lewis Carroll ou d'avoir gardé son âme d'enfant. Donc c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Comment arbitrer entre l'improbable et l'inconcevable ?» Eh bien, oublions cet arbitrage compliqué, car nous avons un exemple qui nous démontre que l'on peut faire une heureuse et élégante synthèse des deux concepts, improbable et inconcevable. Je fais bien sûr référence aux 8 gaps de hausse en 10 séances sur le CAC 40, mais également à ce retour express du Nasdaq 100 sur ses plus hauts absolus, et même au-delà des plus hauts absolus, puisqu'hier on a battu un nouveau record à 9742, et cela survient donc moins de 3 mois après l'inscription d'un plancher situé donc 44% en dessous des niveaux actuels. Alors, l'improbable, voilà une illustration. Sur les 130 ans d'historique des marchés américains, nous n'avons trouvé aucune occurrence, donc aucun cas de figure antérieur comparable à celui que nous connaissons. Autrement dit, parier par exemple mi-mars sur un retour au zénith début juin, la probabilité était tout simplement de 0. Maintenant, fondamentalement, quelle est la probabilité qu'un indice qui vient d'inscrire un record absolu 4 mois auparavant en inscrive un nouveau alors que dans l'intervalle, l'économie s'est fortement dégradée, les perspectives de bénéfices se sont littéralement effondrées. La réponse, vous la connaissez aussi. Est-ce concevable ? Non, c'est totalement inconcevable. Et pourtant, c'est bien ce à quoi nous assistons. Alors, vous me direz, bien sûr, que quelque chose ne se soit jamais produit ne signifie pas que ça ne va pas se produire. La question est de savoir si l'on peut bâtir une stratégie sur une hypothèse ayant, on va dire, 0,01% de chance de se réaliser. La réponse est non. Ensuite, muscler cette stratégie, la justifier par des arguments fondamentaux, macroéconomiques ou microéconomiques, qui n'ont également aucune chance de se matérialiser, là aussi, c'est une impossibilité. Pourtant, pour le Nasdaq 100, nous avons retracé les records sur fond d'anticipation de moins 9 ou moins 10% d'évolution du PIB. En ce qui concerne le CAC 40, repassé en l'espace de 15 jours de 4004 à 5100, on n'est pas loin finalement des 20% de hausse. On essaie de nous les justifier par le plan de soutien de la BCE. Alors c'est vrai qu'il y a déjà une semaine, j'étais un des premiers à parler d'une sorte d'aiguillon psychologique. La BCE va annoncer qu'elle va en faire plus. Puis après ça, les hypothèses se sont affinées. On a parlé de 500 milliards supplémentaires. Bien. Nous avions déjà un package de 750 milliards qui avait permis au CAC 40 de repasser de 3007 à 4550. Rajoutons donc 500 milliards. Et cela nous donnait, en prenant là aussi pure hypothèse, le scénario que le plan d'achat serait prolongé jusqu'en juin 2021. Cela nous faisait donc une hypothèse de 100 milliards d'achats de la Banque centrale par mois. Or, je vous rappelle que nous avons terminé l'année 2019 avec une Fed achetant plus de 100 milliards d'actifs par mois dans le cadre d'un non-QE, et que nous sommes passés ensuite à un super QE infinity et no limit,
dont on voit effectivement le résultat avec le retour du S&P vers 3002 et le Nasdaq retraçant son record absolu. Mais plus 100 milliards par mois, ou 110 milliards maintenant que la BCE annonce qu'elle a choisi 600 milliards, est-ce que cela mécaniquement peut justifier une hausse de 20% du CAC en 3 semaines ou de près de 15% en l'espace de 10 jours? Évidemment, non, cela n'a strictement aucun rapport. Donc il faut chercher l'explication ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'explication statistique. Ah, nous avons déjà vu ce cas de figure, donc nous savons d'expérience que le CAC ayant fait ceci, ou le S&P ayant fait cela, il y a de grandes chances qu'il aille faire cela. Non, il n'avait jamais fait cela, il n'y a pas de cas précédent, donc il n'y a aucune règle et aucune anticipation que l'on puisse extraire de scénarios passés identiques. Et c'est pas parce qu'il y a eu des scénarios identiques dans le passé que ça va forcément, en plus de ça, se dérouler de la façon que l'on avait observé précédemment. Donc, si les marchés font ce qu'ils n'ont jamais fait, pour des raisons que l'on n'a jamais pu observer, c'est que les banques centrales ont décidé d'orchestrer de façon totalement arbitraire la hausse telle que nous l'observons. Les mécanismes du marché n'ont plus aucune espèce de pertinence et n'expliquent absolument plus rien de ce que nous observons. Donc la question est de savoir maintenant qu'est-ce que les banques centrales ont décidé, où veulent-elles nous emmener et pourquoi veulent-elles nous y emmener? Est-ce que cela a une quelconque pertinence en termes d'efficacité économique, en termes d'optimisme, par, on va dire, ruissellement? Je pense que ce que font les banques centrales, c'est purement de la fuite en avant. Et comme disait Bergson, le rire est le propre de l'homme, mais quel est le mécanisme du rire? Eh bien, c'est tout simplement du mécanique plaqué sur du vivant. Et là, je pense que nous sommes exactement dans cette définition. Les banques centrales sont en train de plaquer du mécanique, c'est-à-dire de la hausse totalement artificielle des indices boursiers sur une matière vivante qui est l'économie. Alors, on rit évidemment parce que quand on plaque du mécanique sur du vivant, on comprend immédiatement l'absurdité de la chose et on se dit, bah oui, en effet, c'est complètement fou. Et là, je dois dire que la hausse des marchés ne nous fait pas beaucoup rire, parce que derrière, il y a quand même beaucoup de vivants, et les banques centrales sont en train de nous démontrer que les vivants n'ont aucune importance, ce qu'ils font, leur action n'a aucune importance sur l'évolution des marchés. Un acteur seul peut décider, déterminer la valeur de ce que les vivants, eux, négocient jour après jour. Voilà, donc ce débat philosophique est proprement vertigineux, aussi vertigineux que les niveaux de valorisation